Bon retour sur le plateau de What's Next CES 2021. Nous sommes ici sur cette nouvelle émission 10 000 startups. Que sont-ils devenus? Nous avons en plateau Thomas Solignac. Bonjour Thomas. Bonjour. Et nous allons retrouver dans quelques instants Raphaël Meyer qui a eu quelques petits soucis de transport mais qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. On va commencer avec vous Thomas. 10 000 startups, c'était un prix que vous avez reçu il y a 3 ans déjà? Il y a 2 ans, effectivement. Il y a 2 ans, pardon. Tout à fait. Racontez-nous quel événement, quand est-ce que vous avez appris? Vous étiez peut-être, c'était un moment un peu particulier, un peu comme le prix du Festival de Cannes, on vous annonce que vous êtes le plus grand acteur, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est encore à venir, mais oui, effectivement c'est un grand prix pour les startups parce que on sait que les prix de startups, bon, il y en a plusieurs, mais le prix 10 000 startups il est quand même particulièrement grand, il est particulièrement médiatisé, il y a beaucoup de monde, le Grand Rex est réservé, on a une full pleine sur quand même 2 niveaux, ce qui est beaucoup, hein, si vous calculez, ça fait quand même énormément de monde, vous avez des professionnels de notre réseau, donc oui c'est un prix très impressionnant, il y avait toute mon équipe qui était dans la salle, qui était extrêmement heureuse du fait qu'on nous ait remis ce prix, parce que c'est l'aboutissement pour nous d'énormément de travail, pour une grande partie au début dans l'ombre. Et ça a été un moment de lumière, un moment un coup de projecteur sur ce qu'on a fait pendant des années, et c'était hyper important pour nous. Justement, revenons sur votre parcours personnel. Avant d'aborder l'activité de Golem.ai, quel est-il? Eh bien, Golem.ai, Votre parcours avant Golem.ai, oui. alors je ne suis plus sûr sans Golem.ai de ce que je suis, mais on va essayer. Ah, vous êtes tellement imbriqué, c'est la même chose. Oui, quand on est entrepreneur, ça a tendance à se mélanger. Mais moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait de la philosophie en même temps que l'ingénierie parce que ça me passionne, j'adore les sciences humaines. Et je me suis spécialisé très tôt dans l'intelligence artificielle parce que c'est mon sujet de prédilection. J'adore l'IA. Ça mélange de la technique et tout ce qui est science de l'esprit. Et c'est absolument délicieux comme mélange. Et très tôt, j'ai eu à faire dans mes études des projets libres. Et je les ai tous faits sur une seule et même voie, un gros fil rouge qui était les machines qui comprennent le langage. Et de fil en aiguille, à l'époque, on avait gagné un premier prix étudiant à l'époque, c'était à l'école Epitech, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai décidé en 2016 avec mes associés de monter ce qui est devenu aujourd'hui Golem.ai, effectivement, qui va être la suite naturelle de ce travail sur les machines qui comprennent notre langage. Alors Golem, avant ce prix, c'est quoi? C'est une bande de copains qui se retrouvent après l'école? Avant ce prix, Golem.ai, c'est effectivement un projet étudiant qui a bien marché, mais qui était plutôt un projet de recherche. On était 16 à l'époque, c'était déjà beaucoup pour un projet de recherche académique, on va dire. Et on a eu un prix qui était concomitant à un salon. Et dans ce salon, on avait démontré qu'on savait faire pas mal de choses. Et fort de cette expérience-là, on s'est dit, bon, on va essayer d'aller plus loin. Il y a une graine à cet endroit-là pour peut-être une entreprise. Et en fait, c'est l'expérience qu'on a assez rapidement testée. Donc, on l'a testé 2016, 2017, 2018. Et en fait, en 2018, on a commencé à mettre en place ces équipes commerciales. En 2019, on a rencontré notre marché. Et c'est là que 3 ans après, on a confirmé, on a dit « Ok, il y a quelque chose de très fort dans la manière dont on fait de l'IA aujourd'hui pour qui comprend le langage. Et on va tout mettre là-dessus. » Et justement, donc, le prix 10 000 startups. Vous ne m'avez pas dit exactement, parce que ça nous intéresse, il y a un peu d'émotion aussi, où est-ce que vous étiez? Vous avez reçu un coup de fil, vous étiez sous votre douche, vous avez appris ça vous a ému? Racontez-nous ce souvenir. Oui, j'ai peut-être un peu dansé éventuellement de joie, c'est possible. Effectivement, on a reçu le prix 10 000 startups, on l'a annoncé par téléphone, c'est vrai. Et effectivement, on l'attendait de manière assez pressante, puisque ça a été une suite avant de pitch qui ont permis d'arriver à cette stade-là. Donc à chaque fois, on a su qu'on a été sélectionné pour le suivant, mais il y avait cette étape finale au niveau national de quelle va être la startup Deep Tech, puisque c'est notre catégorie sélectionnée. Et effectivement, je n'ai pas pu le communiquer, parce que nécessairement ça nous prépare, mais je n'ai pas pu le communiquer immédiatement à mes équipes. Et enfin, en fait, le jour où ça a été annoncé, à ce moment-là, on a pu effectivement partager cette joie et puis le fêter. Justement, ça me permet de rebondir à 12h30 et vous êtes près de 10 000 à nous suivre actuellement et je vous en remercie. À 12h30, vous allez retrouver 7 jeunes start-upers qui vont pitcher leur activité. Thomas, un conseil à leur donner? J'imagine qu'ils sont un peu dans le stress, peut-être qu'ils sont en train de nous regarder. Comment est-ce qu'il faut être? Parce que c'est important le marketing aussi bien que la recherche et le développement. Oui, c'est même une difficulté d'avoir un équilibre entre les deux. On a tendance à avoir des archétypes, soit dans on a envie de faire très bien, très propre, très carré, très mathématique, ou alors des choses qui soient très dans le packaging, dans le marketing, dans les apparences, dans l'archétype Apple un petit peu. Et en fait, pour un start-upper, la réussite passe par l'équilibre des deux. Il faut
faut à la fois avoir une solidité profonde dans ce qui est notre réalité technique, dans les chiffres, dans le marché, etc. Et tout à la fois savoir le mettre dans un message qui fasse sens, qui soit simple, qui soit synthétique et qui soit impactant, qu'on retienne en fait. Justement, on va parler maintenant de la deep tech et vraiment de ce que vous réalisez chez Golem et ça nous intéresse énormément. Qu'est-ce que vous réalisez au quotidien et en quoi vous êtes novateur et en quoi aujourd'hui vous comptez sur le marché français, sur l'écosystème français? Bien, Golem.ai, notre spécialité, c'est de lire automatiquement des documents. Et en fait, l'entreprise est pleine de documents et on va les lire automatiquement. Un exemple, bien tout simplement les appels d'offres. Les entreprises répondent à des appels d'offres, ça prend du temps, elles en reçoivent plus qu'elles ne peuvent traiter, leur chiffre d'affaires en dépend. Et bien Golem.ai, ça permet de les traiter en 15 minutes au lieu de 1 heure. Donc c'est un gain de temps qui est phénoménal. Et on fait ça pour tout type de documents dans l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, notre but, il est assez simple, c'est qu'on veut porter de l'IA, cette IA-là qui permet d'accélérer ces processus-là qui sont lourds, qui souvent sont des irritants et dont beaucoup de choses dépendent, puisque voilà, les documents, c'est partout. Eh bien, on essaie d'apporter ça à l'industrie française, européenne et plus tard dans le monde, de telle manière, effectivement, que ce ne soit plus un sujet, en fait, qu'on ait vraiment cette vélocité-là pour s'attaquer à d'autres problèmes à côté, que ce soit des problèmes stratégiques, que ce soit des problèmes… on a des problèmes nouveaux aujourd'hui, hein, les clients sont de plus en plus exigeants. Ils veulent des réponses rapides, ils veulent un service client réactif, le jour, la nuit, etc. On a envie de travailler moins et d'être plus efficace quand on travaille. On n'a pas envie de faire des tâches répétitives. Et aujourd'hui, en fait, l'IA, elle porte une réponse à tout ça. Mais pas n'importe quelle IA. Et c'est là que la manière dont on fait les choses particulièrement intervient. On fait une IA qui est explicable et qui est transparente. Et en fait, aujourd'hui, on a 99% des formes d'IA qui sont dérivées de ce que nous proposent les modèles américains, c'est-à-dire des approches très lourdes, très statistiques et souvent boîte noire. Et Golem.ai, on a pris le contrepas total de ça. Donc là encore, ça a été important pour nous, 10 000 startups, parce que quand on fait de l'innovation aussi radicale, on a besoin d'être supporté, on a besoin d'être porté, de s'expliquer, d'être pédagogue. Et en même temps, ça permet aujourd'hui à l'industrie française de faire de l'IA sans avoir à faire de compromis entre la performance et le contrôle sur ces solutions-là. Justement, pas de black noir, de boîte noire, pardon. On est là dans un aspect de sécurité complet. On est dans un aspect de sécurité complet. Ça veut dire aussi que quand l'IA prend une décision, on sait pourquoi elle l'a pris et sur la base de quelles informations. Oui. Justement, 10 000 startups, ça a amené, j'imagine, un regard différent de l'écosystème français sur votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous a apporté, levée de fonds, alliance et j'imagine déjà des projets pour s'internationaliser? Oui, alors effectivement, ces prix-là, ils ont et en particulier ce prix-là qui a une grande visibilité, il a un intérêt fort qui est celui de rassurer l'écosystème. Ça, c'est très important parce que quand on est une start-up, on est plus petit. On a grandi depuis, on va continuer de grandir, mais effectivement, on est moins gros que ce qu'on pourrait avoir dans notre concurrence industrielle ou dans des très grands. On a tous les avantages et l'originalité qui va avec, mais il y a aussi besoin de gagner la confiance, c'est normal. On doit prouver qu'on sait faire des choses solides, de qualité, qui tiennent dans le temps et sur lesquelles on sait s'engager. Et on a besoin pour ça de relais. Et effectivement, pour nous, ça a été aussi ce relais de croissance de dire Golem.ai, c'est une entreprise qu'on a testée, qu'on valide et qu'aujourd'hui on est fiers de vous présenter. Et ça, effectivement, ça a beaucoup d'importance. Golem.ai, on va vers l'international doucement, on va doubler nos effectifs en 2021. Et effectivement, on a pour objectif très simplement en fait, voilà, de doubler nos résultats chaque année. Et en fait, la ligne rouge de tout ça, tout simplement, c'est amener les entreprises dans le futur de la technologie grâce à l'IA. Et les marchés, le marché français, est-ce qu'il est ouvert pour des jeunes startups comme la vôtre? On se rend compte à quel point c'est difficile aujourd'hui. On trouve des investisseurs, mais les marchés, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des marchés aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette difficulté aussi à être reconnu sur le marché de l'écosystème français? Alors l'écosystème français, il est de plus en plus demandeur d'évolution technologique. C'est vrai qu'on a nos particularités, tous les marchés ont leurs particularités. Le marché français et le marché européen est connu pour avoir pas mal de régulations. Par exemple, la GDPR, on s'est posé la question à un moment donné, est-ce que toutes ces régulations qu'on a, est-ce que finalement elles freinent la technologie ou est-ce qu'elles sont absolument nécessaires? La réponse, c'est souvent qu'en vrai, c'est pas moins bien ou plus, c'est que c'est différent. C'est-à-dire que la régulation va être porteuse d'accélération de technologie là où on a effectivement des logiciels, des solutions qui sont compatibles et ça va être plus freinant ailleurs. Donc il y a cette dimension profondément éthique. De manière générale, on est très sensible, je pense, aux dimensions du why, à la manière dont ça va s'intégrer, dont ça va impacter les organisations. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, ces solutions
qui sont des innovations, nécessairement elles ont des impacts sur la manière dont les entreprises fonctionnent. Et en tant que tel, à chaque fois qu'on apporte des solutions, on apporte aussi des bouleversements. Et c'est là que c'est très important d'avoir un message sur la manière dont on pense ces bouleversements. On sait que les entreprises vont se réinventer, on sait que les métiers vont changer, vont se transformer, etc. Et aujourd'hui, l'IA est un vecteur de transformation positif. C'est-à-dire qu'enfin, on peut avoir de la liberté sur la manière dont on structure les métiers parce qu'on n'est plus limité par des questions de ressources, des questions d'échelle, etc. On a un outil, on a un levier qui nous permet de penser les choses de manière un peu différente. Et effectivement, moi je pense que le marché français est de plus en plus demandeur, on le voit tous les jours chez nos clients. En fait, les entreprises, elles sentent bien que tout comme la révolution du numérique il y a quelques années, qui n'est pas encore tout à fait finie, on va maintenant vers une révolution de l'IA et qu'on va avoir vraiment un handicap concurrentiel pour les entreprises qui n'auront pas pris le pas. Et en fait, elles sont en train de s'y préparer. Il y en a qui foncent dedans tête baissée, il y en a qui au contraire, ils vont plus doucement, il y en a qui ont déjà un programme d'innovation très complexe, il y en a qui savent mettre en place les choses progressivement. Elles ont toutes des approches différentes de l'IA qui va émaner de leur culture propre, mais elles veulent y aller. Et pour ça, c'est important que nous, les startups aussi, on puisse proposer des solutions de nature différente et variée pour répondre à ces besoins-là qui vont s'exprimer dans une même variété. Il y a une rupture technologique, vous en êtes un des acteurs. Aujourd'hui, vos clients, quels sont-ils ? On travaille par exemple, on travaille avec Allianz, on travaille avec Manutan, on travaille avec la Maïf, la Massif, on travaille avec beaucoup d'entreprises françaises qui globalement ont besoin d'IA aujourd'hui dans leur système, que ce soit des banques, des assurances, des institutionnels, des ETI. Des entreprises qui, de manière générale, en fait, veulent des trajectoires de croissance, veulent avoir un travail qui fait plus de sens et qui ont des problématiques tout simplement de traitement de cette donnée qui est notre texte dans les documents. Et effectivement, le document, pour elles, c'est quelque chose qui est souvent crucial, que ce soit les appels d'offres, que ce soit les rapports d'expertise, que ce soit des bons de commande, peu importe. Tous ces documents-là, ils ont une énorme importance pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Avant de passer aux challenges qui ont amené, que le Covid nous ont amené à affronter. Moi, j'ai une question à vous poser sur ce marché français, puisque vous avez dit que les entreprises s'ouvraient de plus en plus à ce marché de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que les investisseurs sont également réceptifs à vos besoins ? Est-ce que vous sentez qu'ils s'investissent auprès de vous et qu'ils sont prêts à vous suivre dans votre activité et qu'ils ont envie d'investir les levées de fonds ? Concrètement, vous êtes arrivé à combien ? Alors, les levées de fonds, je pense annoncer une bonne nouvelle très prochainement sur ce sujet-là. Voilà, donc je vous donne un petit peu de teaser à cet endroit-là, mais oui. restez à l'écoute un mois, quelque chose comme ça, on devrait pouvoir annoncer quelque chose. Donc oui, les investisseurs français veulent de l'IA parce que c'est quelque chose qui profondément transforme l'industrie et on ne peut pas passer à côté. C'est déjà le sens de l'histoire et il faut absolument investir dedans parce que c'est de la technologie. La technologie, effectivement, ça coûte de l'argent à développer, à produire, à distribuer. Et en fait, ces investissements-là, ils sont indispensables et ils sont rentables parce que l'IA, c'est extrêmement puissant. C'est effectivement à la pointe de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans le numérique qui va transformer l'industrie et au passage la société. Golem.ai, Thomas Solignac, n'hésitez pas, vous êtes 10 000 à nous regarder sur latribune.fr. Une levée de fonds à venir, on peut toujours se rapprocher de vous, j'ai l'impression. Oui. Voilà. On accueille Raphaël Meyer qui a eu, et c'est rare en ce moment parce qu'à Paris c'est plutôt vide, des problèmes de transport. Raphaël, merci de nous rejoindre, pour cette rubrique 10 000 startups, que sont-ils devenus ? C'était pour vous il y a 2 ans ce prix et pour vous c'était il y a 3 ans. Exactement. Alors rappelez-nous un peu ce moment. Un peu une autre époque, la soirée de remise des prix au Grand Rex, un peu en mode festival de Cannes. C'était vraiment un moment très chaleureux, très intime pour la préparation et vraiment les paillettes qui ne sont pas l'alpha et l'oméga. On en a parlé. Les levées de fonds, c'est évidemment nécessaire aux startups, mais de temps en temps, d'avoir ces moments un petit peu de reconnaissance, de victoire, c'est vraiment important dans la vie d'un entrepreneur. Effectivement, ce concours-là a une valeur spéciale à ce titre. Justement, on parlait de levée de fonds il y a quelques instants. Vous avez réussi, alors vous allez me parler parce qu'on n'a plus tellement le temps, vous arrivez en retard, donc on ne va pas tellement parler de votre parcours personnel et on s'en excuse, on va plutôt parler de Lancet. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots, ce qu'elle était avant le prix Startup 10 000 startups et ensuite ce qu'elle est devenue et donc on en arrivera à cette fameuse levée de fonds. Oui, alors Lancet en quelques mots, c'est une jeune entreprise industrielle de Grenoble qui développe des solutions pour l'autoconsommation d'énergie photovoltaïque en France et en Europe.
notamment au travers d'un radiateur électrique intelligent qui embarque des batteries et de l'intelligence artificielle. À l'époque de la Tribune, on en était à la mise sur le marché de notre MVP, notre produit minimum viable, donc une phase, on va dire, très start-up, effectivement, plutôt R&D, encore un peu garage. La Tribune est arrivée en 2018 et en 2019, on a terminé une série A. Au total, c'est à peu près 8 millions d'euros de financement. Alors, il y a du dilutif et du non dilutif. On a eu aussi une subvention européenne assez importante, un SME Instrument. Et ça nous a permis de lancer l'industrialisation du produit aujourd'hui sur le marché avec une logique là vraiment de scale-up, c'est-à-dire d'aller au break-even, la rentabilité, et puis d'aller un petit peu plus aussi travailler sur le SAV, sur le parcours client, et puis la structuration d'une équipe commerciale pour être en capacité de vendre dans les différents canaux nécessaires. Voilà, donc un concours vraiment, encore une fois, qui a été un peu à la croisée des chemins pour nous. Oui, pour tous les deux, j'ai l'impression. Ce concours vous a permis donc cette levée de fonds et par la suite, vous avez pu développer différents produits. Capella en est un. Est-ce que vous pouvez nous présenter? C'est assez innovant et je vous invite, chers téléspectateurs, à écouter. Vraiment, c'est l'avenir. Merci. Non. Oui, tout à fait. Le Lancet Capella, c'est notre cœur de gamme. C'est un produit vraiment 100% Lancet qu'on a développé en interne. Et c'est effectivement ce système de chauffage confortable qui utilise l'électricité pour générer de la chaleur. On a un certain nombre de capteurs, on a 6 capteurs différents qui vont nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'habitat, avec évidemment l'aide d'une intelligence artificielle, alors faible, c'est du machine learning, mais c'est assez efficace. Le principe, c'est de comprendre à quel moment on va pouvoir couper le chauffage sans impacter le confort. Et une fois qu'on a fait ça, on fait de l'efficacité énergétique assez importante puisque on en parle un petit peu en ce moment, mais le chauffage, c'est la principale consommation d'énergie dans le logement et une des toutes principales en Europe devant les transports. Donc il est important d'agir déjà sur plus d'efficacité énergétique sur le chauffage. Et ensuite, ce produit Capella, Lancet Capella, il intègre des batteries de stockage d'électricité. Et ces batteries, on pense qu'elles sont un des éléments essentiels de la transition énergétique, notamment dans le bâtiment. Le principe, c'est qu'on a de l'énergie renouvelable qui arrive, mais on le sait, c'est intermittent, ça ne produit pas à la demande, autrement ça n'a que des qualités, mais cet aspect-là est important. Donc il va falloir qu'on travaille sur ce qu'on appelle de la flexibilité ou sur de la demande, la gestion de la demande. Et les batteries, on le comprend, c'est une réserve d'énergie qui peut se situer entre la disponibilité des renouvelables et puis les contraintes qui sont liées à un réseau électrique, évidemment, qui doit rester stable. Et le dernier élément, on croit beaucoup à ces approches en autoconsommation photovoltaïque. Alors, ça ne veut pas dire être autonome, ça veut dire être capable de produire un peu d'énergie, par exemple sur son toit ou sur son garage, et d'être capable de la consommer grâce évidemment à ces batteries. Et donc, en combinant un petit peu ces différents aspects, meilleure efficacité énergétique, garder la notion de confort à la maison qui est importante, et puis préparer des nouvelles configurations dans le sens de la transition énergétique. C'est ça la mission du Lancet Capella, et c'est un produit qui va passer en production industrielle en France. Avec un grand partenaire dès cette année. En France. On en est très fiers. Reprenez votre souffle, Merci. Vous avez versé un peu d'eau parce que la course, vous êtes en pleine course, mais justement, ça me permet de rebondir avec vous, Thomas. On a parlé du marché, on a parlé de levée de fonds, on va parler de l'avenir. Est-ce que, en tant que start-upper, vous commencez à être établi, vous recevez des prix, vous êtes reconnu, vous avez des partenaires, des alliances, même peut-être des possibilités de créer sur le marché international, peut-être même des licences, je ne sais. Est-ce que vous n'avez pas à craindre d'être racheté automatiquement, un développement qui ne puisse pas se faire voilà, on est sur une Startup Nation et l'E-Corn Nation, voilà, on est un peu en difficulté. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là, à un moment d'arrivée, de ne pas pouvoir franchir ce plafond de verre qu'on connaît ici en France ? Il faut quand même savoir que le rachat, on le choisit à un moment donné. Bien sûr. On peut dire non. Oui. Faut s'en rappeler. Et je dirais qu'il n'y a pas un rachat, mais il y a des rachats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a plusieurs manières pour une entreprise d'évoluer sur un plus long terme. Il y a l'entrée en bourse, par exemple. Le rachat en fait partie, plus rarement la fusion. Effectivement, il y a un peu cette crainte de dire, voilà, les belles pépites françaises, est-ce qu'elles ne vont pas éventuellement à un moment donné se faire acheter par des géants américains ou
ou de manière générale en dehors de l'Europe, et on va se faire en fait un peu tirer nos ressources. Effectivement, ça peut être un vrai sujet puisque la gouvernance technologique, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la technologie n'est pas neutre et à un moment donné, quand la technologie elle est pas française ou elle n'est pas européenne, elle porte en elle des éléments, des manières de penser, des cultures qui ne sont pas forcément la nôtre et qui peuvent être bloquants et qui peuvent d'ailleurs nous faire craindre à un moment donné qu'on perde la main sur ces évolutions technologiques-là. Donc c'est important qu'on ait de l'IA française, c'est important qu'on ait de la technologie française, qu'on ait de l'énergie française, plein de choses qui soient françaises, c'est important pour nous. Et effectivement, on a intérêt à ce que les acteurs français, à un moment donné, parce que le bout de course naturel de beaucoup de boîtes, effectivement, c'est de se faire acheter. Parfois, c'est le mieux, parce que pour des raisons d'expansion, c'est ce qui va leur permettre de mieux fonctionner, etc. Et de temps en temps, c'est l'entrée en bourse, parce que pour d'autres raisons, c'est ce qui va être le plus intéressant. Mais dans les deux cas, si ça se passe, il faut que ça se passe au mieux. Et pour le rachat, il y a aussi des industriels français qui sont capables de le faire. Et parfois, c'est extrêmement souhaitable, parce qu'ils vont permettre, effectivement, tout simplement, d'augmenter l'échelle de distribution de ces solutions sur le territoire français massivement. Et nous, par exemple, on traite la question des documents. Évidemment qu'on a des problématiques de distribution, ça va être à très court terme avec des partenaires, mais il y a plein de choses qui s'envisagent et on sait que demain, les entreprises qui traitent des documents, elles vont toutes vouloir de l'IA et les entreprises qui traitent des documents, c'est 100%. Donc comment on fait nous, quand on est aujourd'hui 35 personnes à Paris, pour traiter 100% du territoire français? On ne peut pas tout seul. Donc on a des partenaires, ça peut prendre différentes formes et effectivement, il faut favoriser quelque chose qui reste dans notre écosystème français, ça a vraiment de la valeur pour l'avenir. Lancet connaît cette problématique puisque dès 2019, c'est Engie qui est rentré à votre capital. Cette problématique et surtout cette chance, mais effectivement, Engie est aujourd'hui un de nos principaux associés. Donc effectivement, là, c'est un peu deux mondes différents qui se rencontrent. Engie, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Lancet, on est une trentaine également. Voilà, donc c'est vraiment deux mondes. Je rejoins totalement Thomas sur l'opportunité que ça représente. Je pense que les startups à la française, peut-être un peu plus largement européens, mais fonctionnent quand même souvent comme ça. C'est lié à tout un tas de raisons, mais aussi lié tout simplement à l'écosystème de levée de fonds en France. Quand on parle de série A américaine ou de série A française, ce n'est pas les mêmes montants du tout. Et c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui peut-être de la frilosité sur les startups early stage qui entrent dans le scale-up, mais qui ne sont pas encore dans la logique de pouvoir montrer quelques dizaines de millions de CA typiquement. Et là où probablement un écosystème américain va être plus en faveur à prendre des risques. L'opportunité donc qu'on a, effectivement, c'est ces grands groupes. Et notamment en France, on en a beaucoup dans à peu près tous les secteurs essentiels. Et ces groupes-là sont très à l'affût, très en recherche de solutions qui pourront être effectivement des nouvelles offres. Ça peut être aussi agiter un petit peu les processus internes d'innovation, voire dans le futur devenir une business unit. Je pense que ce n'est pas du tout des sujets dont il faut voir des tabous. Au contraire, ça peut être effectivement des choix industriels qui vont se faire où à un moment donné, peut-être la start-up arrive à une première phase de maturité et pour aller sur une phase, ça peut être d'expansion internationale ou vraiment un changement d'échelle. Plutôt que de se diluer sans fin, effectivement, d'aller sur des levées de fonds en série, où au bout d'un moment on passe plus de temps à lever des fonds que développer son activité, finalement s'ancrer sur toute ou partie de son activité avec un grand groupe peut être une opportunité. Et on le voit dans pas mal de sujets, il y a eu de très belles histoires. Et on exclut à notre niveau évidemment aucun de ce type de scénario. Le rachat, quelquefois, une renaissance. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est beau de réaliser aussi qu'il y a une logique effectivement d'arriver jusqu'à un niveau où effectivement on peut passer le relais et faire en sorte au maximum que la vision initiale, dans le cas de Lancet, c'est d'essayer d'avoir une transition énergétique proche des gens, dans les objets du quotidien, par exemple un chauffage électrique, mais que cette vision puisse perdurer à une échelle bien plus large. Si on veut impacter positivement, durablement la société, ça peut être un très bon exemple. L'exemple des vaccins, typiquement, dernièrement, montre bien que le couple grand groupe start-up, sans rentrer du tout dans quelques débats que ce soit, mais que ce couple-là peut fonctionner très bien. Pour le débat santé, c'est cet après-midi dès 13h. Pour l'instant, je vais vous laisser, avant de vous poser la question à tous les deux sur pourquoi amener les start-upers à
à de nouveau postuler pour ce concours 10 000 startups. Je vais simplement vous poser cette question sur le marché. Vous vous développez à l'international avec le Canada, vous nous en dites quelques mots? Oui, tout à fait. Nous avons, aux côtés d'Engie, fait également rentrer le dirigeant du plus gros fabricant de radiateurs électriques canadien, qui s'appelle Stelpro Design. Et nous sommes en train d'accorder une licence de fabrication de notre technologie lancée, donc des appareils qui intègrent des batteries de stockage d'électricité, des micro-onduleurs, des systèmes de gestion pour le territoire nord-américain, alors les États plutôt du Nord, hein, évidemment. Et cette stratégie sous licence nous paraît très intéressante puisque précisément, là, ce n'est pas un rachat, mais c'est bien de dire nous n'avons pas de capacité industrielle en Amérique du Nord, c'est difficile de rentrer sur ce marché. Donc confier notre techno à un acteur qui pourra le faire au mieux des besoins de son marché et en connaissant son écosystème, c'est la stratégie qu'on a choisie et qu'on va dupliquer au maximum, un petit peu partout. À travers le monde entier. Mais pourquoi pas? L'autoconsommation photovoltaïque, ça fonctionne partout. Le seul point, c'est que ça dépend du soleil. Mais du soleil, il y en a partout. Merci à tous les deux. Donc, dernière question, pourquoi ce concours? Est-ce que vous invitez les jeunes start-upers à y répondre? Oui, si vous avez confiance dans votre startup, parce que évidemment je vous souhaite, je pense que c'est une bonne chose d'aller rencontrer déjà un jury. C'est toujours extrêmement enrichissant d'aller se tester, en pitcher, ça fait partie un petit peu des tartes à la crème des entrepreneurs. Il faut le faire encore et toujours. Et c'est une bonne manière déjà de rencontrer aussi une partie de son écosystème qui effectivement vient se présenter à ces moments-là. On rencontre d'autres entrepreneurs. Et puis in fine, ça permet d'avoir un retour, de se tester, d'avoir la chance qu'on parle de nous. Et on a toujours besoin qu'on parle de nous quand on est une startup. Eh bien. Je rejoins totalement Thomas. La tribune, c'est déjà dans la forme du concours qui commence en région pour passer ensuite au niveau national. C'est tout un réseau. Il y a beaucoup de bienveillance. Vraiment, les personnes ici sont bienveillantes et en faveur des entrepreneurs. L'idée, c'est pas de bâcher ou c'est pas de. Au contraire. Et ça peut être vraiment une occasion de rencontrer des nouveaux partenaires. Dans notre cas, c'était Enedis, qui était notre parrain sur notre édition. Depuis lors, on travaille avec Enedis sur le fameux compteur Linky pour simplifier l'autoconsommation photovoltaïque. Voilà, j'ai fait cet autre petit placement de produit. Mais il fallait venir plus tôt, Exactement. Mais voilà, en tout cas, Enedis rencontré au travers de ce concours est vraiment un vrai écosystème bienveillant et qui a beaucoup de crédibilité, beaucoup d'ouverture. C'est sûr que en physique, ça a une autre dimension, mais aujourd'hui, nous vivons bien qu'en digital, ça se passe avec le même impact, voire peut-être même un peu plus, et sur des publics qui ne seraient pas allés peut-être à la soirée de remise des prix. Donc évidemment, il faut candidater à ce concours. Merci beaucoup Raphaël Meyer, Lancet Energy Storage, et merci beaucoup à Thomas Solignac, président et fondateur de Golem.ai.